Alors bonjour, donc physique-chimie, donc deuxième chapitre pour sciences physiques, SVT et sciences maths. Donc tu utilises les ondes mécaniques progressives périodiques. Donc on y deuxième chapitre physique pour la deuxième année baccalauréat. Je commence par un cadre de lire le cadre de référence des épreuves de l'examen national, section internationale de bac. Première étape, c'est reconnaître une onde progressive périodique et sa période. Deuxième étape, définir une onde progressive sinusoïdale, savoir la période, la fréquence et aussi la longueur d'onde. Troisième étape, connaître et exploiter la relation lambda est égal V fois T. La quatrième étape, c'est connaître la condition d'obtention de phénomène de diffraction, c'est-à-dire la dimension de l'ouverture 1 est inférieure ou égale à la longueur d'onde. L'étape suivante, c'est connaître les caractéristiques de l'onde diffractée. L'étape suivante, c'est définir un milieu dispersif et donner des exemples. Avant le dernier, c'est exploiter des documents expérimentaux pour connaître le phénomène de diffraction et mettre en évidence les caractéristiques de l'onde diffractée. La dernière propose le schéma de montage expérimental permettant de mettre en évidence le phénomène de diffraction, le cas des ondes mécaniques sonores et le cas des ondes mécaniques ultrasonores pour l'option sciences maths. Le diapo suivant représente la situation problématique. Donc cette image représente un ensemble de vagues. Donc la question normalement, est-ce que les vagues à la surface de la mer peuvent être considérées comme des ondes mécaniques progressives périodiques? Donc la question est claire. On va voir la réponse par des explications sur le cours. Pour répondre à la question précédente, je commence par première étape, l'onde mécanique progressive périodique. Deux activités proposées. D'abord, l'activité à la surface de l'eau. Donc, sachant que au centre d'un bassin, il existe un vibreur. Au sommet, on observe des ondes mécaniques progressive périodique. L'activité qui existe à droite, donc c'est un corde lié par un vibreur. Donc on constate aussi que la corde ayant des ondes mécaniques progressives périodiques. Donc la question, qu'est-ce qu'une onde mécanique progressive périodique? La définition d'une onde mécanique progressive, c'est-à-dire une onde mécanique progressive et périodique lorsque la perturbation se reproduit identique à elle-même intervalle de temps. Donc les images suivantes représentent des types des ondes mécaniques progressives périodiques. Par exemple, l'image représente à droite une partie répétée colorée en rouge. C'est la même pour les autres, soit de forme triangle ou sous forme sinusoïdale. Une seule remarque notée dans les trois schémas ou les quatre schémas, on symbolise un grand T, c'est l'axe gradé au temps. On symbolise aussi lambda, c'est l'axe représente une distance. Alors une remarque très importante, une onde mécanique progressive sinusoïdale, il est dit sinusoïdale, le mot sinusoïdal, si sa variation est une fonction ou une sinusoïdale en fonction de temps. Et l'élongation d'un point de milieu de propagation s'écrit de la manière suivante. Y de t est égal à cos de pi divisé par grand T fois T plus phi. Sachant que Y de t, c'est l'élongation à l'instant T, c'est en mètres. A, c'est l'amplitude. Donc le schéma qui existe à droite représente l'amplitude. C'est la valeur, normalement c'est la valeur
c'est la moitié de l'altitude de bas vers le haut. C'est la fonction est symétriée par l'axe de temps. On prend la valeur positive vers le haut. T, c'est la période, c'est en secondes. Phi, la phase d'origine. Donc la phase d'origine, il faut la calculer par des conditions en se basant sur les conditions initiales de la courbe. Grande périodicité spatiale, périodicité temporelle. En commençant par la périodicité spatiale, c'est-à-dire la longueur d'onde, on symbolise par lambda, son unité c'est mètre. Donc un petit schéma au-dessous donc représente une onde mécanique progressive périodique, axe et gradient en mètres par exemple. Donc lambda, soit je prends les deux points minimal ou deux points maximal ou à l'intermédiaire. Donc par définition, la périodicité spatiale est la plus petite distance séparant deux points de milieu de propagation qui vivront, c'est-à-dire dans le même état. Deuxième, c'est la périodicité temporelle, c'est-à-dire la période symbolisée par grand T. Son unité c'est seconde, donc les schémas représentent une onde progressive périodique, donc l'axe est du gradient en seconde, donc on symbolise par T. Donc symbolisé par T, donc soit je prends les deux points maximal ou deux points minimal ou l'intermédiaire. Donc la définition de la périodicité temporelle de l'onde est la plus petite durée au bout de laquelle un point de milieu de propagation se retrouve dans le même état. La troisième, c'est la relation entre la période T et la longueur d'onde. D'abord, la fréquence notée f, ou parfois n, ou parfois mu, et le nombre de la période au nombre de périodes par seconde, ou c'est l'inverse de la période. Donc je le note la fréquence n est égale f est égale mu est égale 1 sur grand T. Sachant que f c'est la fréquence en hertz, grand T c'est la période en secondes, alors la célérité de propagation d'une onde, donc sachant que v est égale la distance sur delta t, je remplace la distance par la longueur d'onde, c'est lambda, et je remplace la variation de temps par grand T. Et sachant que 1 sur T est égal à n, donc la vitesse est égale lambda fois n, ou lambda est égal aussi v fois t. Donc ce sont des relations qui sont liées entre la vitesse, la période et la longueur d'onde. Sachant que lambda c'est la longueur d'onde, c'est en mètres, t c'est la période en secondes, et v la célérité de l'onde c'est mètres seconde moins 1. Alors pour étudier la mobilité d'une onde mécanique progressive, on a besoin d'un stroboscope. Donc un stroboscope est une source de lumière intermittent par un dispositif mécanique ou électronique. On produit une alternance de phase lumineuse, c'est-à-dire flash, et de phase obscure. Alors le schéma qui existe à gauche représente le montage expérimental, c'est du cuve à ondes, donc ce cuve à ondes est constitué par une source lumineuse, c'est-à-dire un stroboscope, un cuve à ondes à une profondeur quelques millimètres, donc un générateur d'impulsion. Donc on constate des ondes sous forme des anneaux, et des anneaux soit un mouvement vers le centre ou vers l'extérieur, ou soit une mobilité. Donc une conclusion, c'est la fréquence n de vibrants égale la fréquence de stroboscope. Donc on constate qu'il existe une mobilité d'apparence. Cn supérieur ne, donc mouvement ralenti dans le sens réel. Et Cn inférieur à ne, donc ne c'est la fréquence de stroboscope, donc mouvement ralenti dans le sens inverse. Normalement, on s'intéresse à la première étape, c'est n est égal à ne, ou de manière générale, n est égal k fois ne. Donc
dans le cas où l'immobilité apparente. La cinquième, c'est de faire une comparaison de mouvements de deux points de milieu de propagation. Alors pour une onde sinusoïdale, on a les éléments suivants. Donc l'amplitude d'abord, c'est la distance entre la position de repos vers le crête d'une onde. Donc deux nœuds, creuse c'est le minimal, la longueur d'onde c'est lambda, deux points, étoile étant, donc deux points en phase. Alors d'une manière générale, c'est la distance entre la source et un point MI est égale k fois lambda, sachant que k ça appartient à une étoile, en disant que les deux points SMI vivront en phase. Deuxième cas, c'est la distance entre la source et un point MI est égale 2k plus 1 entre parenthèses fois lambda divisé par 2, et k appartient à n, donc en disant que les deux points SMI vivront en opposition de phase. 6. C'est relation entre les deux périodes. On travaille avec deux microphones M1 et M2. Alors pour le montage expérimental, on place les deux récepteurs côte à côte de manière à observer la superposition des deux signaux captés par ces deux récepteurs. Puis on recueillit le récepteur R2 le long de l'oreille, on observe. Donc le montage normalement il est constitué par un générateur, haut-parleur, microphone R1 et microphone R2 séparés par une distance d est égale lambda. Donc on constate dans l'écran de oscilloscope il contient deux signaux. Donc le premier en haut c'est pour R1, au-dessus donc c'est R2. Donc sachant que l'ampleur de R1 très supérieure par rapport à l'ampleur R2. Dans le cas où R1 et R2 même position, on constate qu'il y a une superposition. Donc sachant que M1, M2 est égal, donc M1 est égal 0 fois lambda. Donc le cas il est clair. Si j'écarte R2 par rapport à R1, à une distance, M1, M2 est égal k fois lambda, donc les deux fonctions, y1 et y2, vivront en phase. Donc R2, donc l'ampleur de R2 est très inférieure par rapport à R1. Dans le cas où M1, M2 est égal 2k plus 1 fois lambda divisé par 2, donc les deux fonctions, y1 et y2, vivront en opposition de phase. On passe maintenant à la troisième partie, c'est le phénomène de diffraction. Par définition, la diffraction est un phénomène qui se produit quand une onde rencontre un objet ou passe dans un trou dont les dimensions ne sont pas trop grandes par rapport à la longueur d'onde. Donc l'image qui existe, ou les deux images qui représentent ce phénomène. Donc si cette déviation de l'onde qui c'est la diffraction. Donc par définition, la diffraction tout simplement c'est changement de direction de l'onde après un passage dans un trou ou dans une dimension petite a très inférieure par rapport à la longueur d'onde. Alors, conditions de diffraction. Une onde plane périodique rencontre un obstacle ou une ouverture. C'est la dimension de cette ouverture petite a très supérieure par rapport à la longueur d'onde. Donc, on observe aucun changement après l'ouverture. Donc entre onde incident et onde diffractée, aucun changement. Toujours ils sont parallèles, même la longueur d'onde, etc. Donc aucun changement dans le cas où petite a très supérieure par rapport à la longueur d'onde, donc aucun phénomène de diffraction. Dans le deuxième cas, c'est A presque égal lambda. Donc cette image, normalement photographiée, représente l'expérience dans un cuve à onde. Donc avant, normalement, un onde incident, ils sont parallèles. Après le passage dans un trou, on regarde que la forme change
elle donne de demi-cercle. Donc changement de diffraction et aussi même fréquence, même longueur d'onde et même célérité. Donc on parle d'un phénomène de diffraction dans ce cas. Alors remarque très important, si des ondes incidentes, donc elle tient une surface un peu inclinée, donc une onde diffractée toujours à une forme demi-cercle. Et aussi dans le cas où les ondes incidentes, ce sont des cercles, donc après un obstacle, on regarde que les ondes diffractées, ce sont toujours demi-cercles. Maintenant, je passe au milieu dispersif. Donc un milieu dispersif, c'est la célérité des ondes qui se propagent dans ce milieu dépend de leur fréquence. C'est-à-dire, si je change la fréquence et la célérité change, on parle d'un milieu dispersif. Donc, je cite deux exemples. Milieu dispersif, c'est la surface de l'eau. Donc, l'image à droite représente une onde de fréquence 20 Hz. Donc, la longueur d'onde est grande par rapport à notre expérience si je travaille une fréquence de 30 Hz. Donc, on constate que la célérité des ondes qui se propagent dans ce milieu dépend de leur fréquence. C'est-à-dire, la vitesse change de première expérience à la deuxième expérience. Donc, on parle d'un milieu dispersif. Deuxième milieu, un exemple de milieu non dispersif, on parle des ondes sonores dans l'air. Donc, les ondes sonores dans l'air, si je change la fréquence, la vitesse est toujours constante, égale une valeur de 340 mètres par seconde. Donc, on parle dans ce cas d'un milieu non dispersif. C'est-à-dire, même si je change la fréquence, la vitesse est toujours constante. La dernière étape, on parle d'une diffraction des ultrasonores. Donc, on parle de l'option Sciences Maths. Donc, dispositif expérimental, normalement, il contient un émetteur, plus un récepteur, plus un demi-cercle, donc gradient, plus un oscilloscope. Donc, la conclusion, tout simplement, on travaille avec deux relations. Θ est égal à lambda sur A. Θ, c'est l'angle de déviation, donc déviation. Et je peux travailler aussi par l'arc S est égal R fois θ. Donc, deux relations suffisantes pour travailler cette partie pour la branche Sciences Maths. Donc, merci pour votre attention. Donc, je partage cette information pour deuxième année baccalauréat, soit sciences physiques, SVT et sciences maths. Donc, à la suite, à la troisième chapitre, merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager cette information par WhatsApp ou par Facebook. Merci. Finalement, merci pour votre attention. Et maintenant, Inch'Allah, je passe au premier chapitre. Et merci pour votre attention et de faire les tests de diagnostic. N'oubliez pas de faire abonner dans cette chaîne Physique Chimie. Merci, à bientôt.